des Comores, dans toutes ces îles. Donc, pour commencer, merci de circuler les questionnaires. Bon, pour commencer, je préfère commencer par quelques lignes d'histoire, à savoir les quelques lignes derrière moi. Les Comores, pour commencer, et Madagascar, nous avons la plus vieille civilisation de l'océan Indien. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique une chose ou deux, ou plusieurs. Mais la première, c'est de dire que les Comores ont été, avec Madagascar, les premiers à être occupés. Et là, en termes d'origine, j'ai laissé ça aux spécialistes qui travaillent sur la question, parce que moi, je ne suis qu'un spécialiste du patrimoine. Donc, ces questions d'histoire, je laisserai aux professionnels. Toutefois, cela implique quoi quand les Comores ont la plus vieille civilisation de l'océan Indien? Cela implique que les Comores ont été peuplés et vécu plusieurs années ou des siècles avant même le peuplement des autres îles de l'océan Indien. Vous savez, les Mascareignes, les îles Seychelles, les Rodrigues. Donc, comment on peut vérifier cette hypothèse? Tout simplement par ordre chronologique en termes d'histoire. Les Comores, beaucoup, ils disent que ça a été peuplé depuis le premier millénaire, d'autres au IVe siècle, les avis divers. Donc, là-dessus, je ne vais pas rentrer dans, comme je viens de le dire, que je ne suis pas spécialiste de la question, mais en termes de chronologie, on peut, parce que les Mascareignes, y compris Maurice et La Réunion, sont des îles peuplées au XVIIe siècle, alors que les Seychelles, nous sommes au XVIIIe siècle. Donc les Comores existaient pendant plusieurs siècles avant qu'on ramène ces esclaves qui vont peupler par la suite La Réunion et les autres îles de l'océan Indien. Donc ça c'est le premier point, et vous verrez que ce point-là est très important en termes de patrimoine et de culture. Donc deuxième point, ou deuxième ligne d'histoire, c'est cette date qui est 1499, qui signe l'arrivée des Portugais en Afrique de l'Est, et qui va causer par la suite la chute de 3 empires commerciaux, sachant qu'il faut comprendre l'océan Indien comme cet bassin commerciaux. L'océan Indien, l'ensemble de l'océan Indien plus l'Afrique de l'Est, ça a toujours été un comptoir d'échange. Donc là, nous sommes en 1499, où la région a vu l'arrivée des Portugais, ce qui va causer par la suite la chute de 3 empires, qui est l'empire de Kilwa, en termes de commerce, et l'empire de Mombasa, qui avec sa ville historique et qui est sa Médina, qui est classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO, et je profite de faire un petit clin d'œil dessus, que l'ensemble de l'Afrique de l'Est, surtout de nos îles, toutes les îles ont un bien classé au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO, sauf les Comores. Donc, pour moi, mon objectif, mon combat, c'est justement porter le patrimoine des Comores où je peux, avec bien sûr l'aide de tout le monde. Donc là, en cette date de 1499, où les Portugais arrivent, il y a une chose très très importante va se reproduire, parce que Kilwa et Mombasa et Mogadiscio, qui sont les 3 comptoirs de commerce, ils vont chuter, ce qui laissera derrière les Comores. Et à cette date, les Comores vont devenir la capitale politique, culturelle et commerciale de l'Afrique de l'Est. Donc c'est une forme de responsabilité qui est énorme, qu'aujourd'hui la majorité de l'histoire a tendance à oublier. Et là, ce qui est important, c'est que dans cette période-là, nous avons la construction de pas mal de palais royaux et des mosquées et de places publiques. Donc c'est encore un point important. Et enfin, le deuxième point, ça sera le XVIe siècle, qu'après la christianisation de Madagascar, les Comores vont prendre le mot Comore, le nom, pour devenir cette Comore que nous connaissions aujourd'hui, sachant que tout au long de l'histoire,
qui parlait de Comores parlait de Madagascar et l'ensemble Comores-Madagascar. Donc, dès au XVIe siècle, après la cristallisation de Madagascar, nous allons prendre le nom Comores. Donc, nous avons porté cette identité-là. Bon, maintenant, je vais rentrer sur ce qui est le vif du sujet, qui est la question de la culture et du patrimoine aux Comores en termes de politique. Donc là, nous sommes sur la création d'une direction de la culture. Il faut noter qu'en Afrique, la question de culture, valoriser la culture, c'est un phénomène extrêmement tardif. Parce que dans plusieurs pays, c'est à partir des années 60. Et ici, l'exemple de la France, parce que c'est si vous voulez, un phénomène mondial. Parce que ici en France, on a un ministère des Affaires culturelles que sur Malraux. Là, on est en 1959. Et aux Comores, ce phénomène va essayer de prendre forme, mais sous une forme d'affaires sociales. La question de patrimoine va commencer par une affaire sociale. Exemple, là je vous ai projeté sur l'écran, vous avez plusieurs arrêtés. Tout commence par le 14 août 1957, où vous avez la création d'un ministère dit d'affaires sociales. Et du coup, dans ce mot affaires sociales, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Sans description directe de ce qu'on attend par affaires sociales. Donc, c'est un ministère qui sera confié à messieurs Saïd Turki Sharif. Et après, en 1962, nous avons quelques spécificités qui vont se manifester, notamment en ces termes d'affaires sociales. Le mot affaires sociales va emprunter dans son élan l'enseignement, la santé, la jeunesse et le sport. Donc on a une petite définition de ce qu'on appelle affaires sociales. Et ce ministère a été confié à Mohamed Afan. Donc jusqu'à 1960, donc là je vous donne juste les décrets, hein, mais moi je vais essayer de vous accompagner par quelques explications de gauche à droite. Donc là nous avons en 1963 la création d'un ministère de la fonction publique, du travail, de la jeunesse et de sport, confié à Mohamed Johar. Donc jusque-là, le mot culture n'apparaît nulle part. Mais on dit toujours affaires sociales, ou sinon enseignement, santé, mais la culture en tant que telle ne figure pas quelque part. Jusqu'à 1968, où nous avons un ministère en 1968, nous avons encore un nouveau retour de ministère des Affaires sociales. Mais là, les choses vont pousser encore un peu plus jusqu'au 19 juillet 1968, où nous avons, sous l'investiture du prince Saïd Ibrahim, qui va lui apporter cette notion de culture, parce qu'en 1968, il forma le ministère dit des Affaires culturelles, de l'environnement et de la jeunesse et des sports. Donc, ce sera la première fois qu'on a un ministère qui se désigne par ministère des Affaires culturelles. Mais encore une fois, au niveau national, rien d'initiative culturelle n'accompagne cette réforme. Donc je continue. Ce qui est très important, c'est que pendant que les Comores se battent pour cette notion de ministère de la Culture, nous avons au niveau des citoyens, comme on peut remarquer beaucoup aux Comores, nous avons l'État d'un côté, nous avons les lois, nous avons la population. Jamais ces trois entités arrivent à fusionner. Donc pendant ce temps-là, la culture en tant que telle va être la chose des notables. Donc les notables vont façonner la culture telle qu'ils l'attendent, ce qui fait qu'aujourd'hui, qui parle de la culture comorienne parle de la coutume, donc le hana. Donc nous sommes sur une espèce de culture qui est extrêmement figée parce qu'elle n'évolue pas. Et tout ça parce que vous avez l'État d'un côté qui dirige les affaires étatiques, vous avez les lois qui essaient de faire le lien entre les deux malgré que ça n'avance pas du tout, et vous avez aussi les notables qui dirigent, et aujourd'hui, la clé même du développement aux Comores, il faut passer par la notabilité ou rien.
Donc, que ce soit le table, soit rien du tout. Donc, maintenant, j'essaie de voir un peu comment on peut jongler à cette question, ou bien essayer de fusionner ces triumvirats entre, si vous voulez, l'État et les lois et les consorts. Donc, j'essaie de vous donner un peu un petit aperçu sur les actions culturelles publiques. Donc, comment on peut instaurer d'actions culturelles publiques aux Comores? Parce que c'était la question. Le comment, difficile de le dire. Tant que les trois entités ne fusionnent pas, ça sera difficile. Toutefois, nous pouvons dire que l'État a son rôle à jouer. Le rôle de chaque île est très important dans cet élan de développement d'action publique culturelle. Le rôle de chaque région, le rôle de chaque ville et village, et le rôle de chacun de nous. Et justement, je voulais vraiment insister sur le rôle de chacun de nous, parce qu'il faut qu'on soit à la recherche de notre histoire. C'est la seule façon d'ancrer l'histoire comorienne dans toute forme de développement possible. Donc j'ai continué parce que j'ai privilégié beaucoup le côté conversation. Donc, quelle urgence? C'est la question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Et je pense que là, nous avons la culture aux Comores, ou sinon la politique culturelle aux Comores. Nous avons plusieurs ministères qui essaient de gérer la culture aux Comores. Nous avons l'environnement qui essaie de gérer le patrimoine bâti, ce qu'on appelle le patrimoine culturel. Vous avez la direction de la culture qui essaie de gérer le patrimoine immatériel, et vous avez entre-temps des petites associations qui essaient de valoriser aussi à leur échelle le patrimoine. Si j'ai vu quelque chose quand j'étais aux Comores il n'y a pas longtemps, des monuments historiques, mais vraiment qui datent du XVIe siècle, où on appliquait des restaurations avec du ciment. Avec du ciment et purement du fer. Donc, en gros, c'est l'architecture coloniale. Parce qu'il faut voir qu'aux Comores, en termes de patrimoine, nous avons trois types d'architecture. Nous avons cette architecture bantou, qui est cette architecture que j'ai qualifiée dans mes recherches d'architecture de cocotier. Vous avez, de l'autre côté, vous avez l'architecture de sultanat, que j'ai qualifiée de sultanat, qui est cette architecture qui est faite de, si vous voulez, de la chaux, des pierres volcaniques, qu'on appelle le tube volcanique, et vous avez aussi les poutres qui viennent très souvent de la Tanzanie et consorts. Donc, et là, après, vient ce qu'on appelle l'architecture coloniale. Et du coup, vous avez des gens qui ont vous avez des villages ou de coins des régions où il y a des gens qui appliquent des restaurations sur un monument de sultanat avec du ciment, sachant que le ciment, comme c'est du béton armé, c'est irréversible. Vous déposez là sur un monument qui ne prend pas ni le fer ni le ciment, vous touchez ne serait-ce qu'un mur pour soi-disant enlever ce qu'on a ajouté, c'est l'ensemble qui s'effondre. Donc ça c'est le danger qui est imminent. Donc ok, merci beaucoup. Donc il faut être en mesure de reconnaître nos patrimoines afin de les valoriser. Et après, l'urgence aussi est de revoir notre cadre juridique. Le cadre juridique qui régit sur le patrimoine actuellement, c'est des cadres juridiques qui datent de 1994. Donc, obsolète. Il n'a rien à voir avec la réalité de chaque monument. Et que là, je tiens au passage, en parlant de cadre juridique, le pays, les Comores, tentent depuis 2007 d'inscrire certains biens de ce qu'on appelle les sites de sultanat des Comores au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le dossier n'avance pas par ce défaut que je viens d'évoquer. Donc le dossier, là, il fallait attendre jusqu'en 2012, où on a eu quelques travaux, parce qu'on a eu des subventions de cette convention qui s'appelle la Convention France-UNESCO, qui donne des aides aux Comores. Et c'est le collectif de patrimoine des Comores qui est derrière le sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les Comores n'arrivent pas à avancer son dossier au niveau de l'UNESCO parce que le cadre juridique n'est pas, et le côté scientifique même du patrimoine n'accompagne pas. Donc, en plus d'avoir des institutions, en plus de ne pas avoir le garantie même de l'État,
Donc là, la chose est un petit peu mal. Et puis après, concernant ça, je vais vraiment répondre là-dessus. Tu vas m'excuser un petit peu tard là-dessus. Concernant le propriété, tout ce qui est propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous avons nos artistes qui viennent tous ici en France. Parce qu'aux Comores, il n'y a rien qui va. Du coup, un artiste, on peut facilement prendre sa chanson, personne ne va dire quoi que ce soit. Tout comme nous, de nous-mêmes au sein de notre pays, on prend des chansons qui viennent de la Tanzanie. Et ironie de l'histoire, comme on vient de là, parfois ça m'amuse de voir que maintenant on se rapproche musicalement avec l'Afrique de l'Est, qui est très, très intéressant. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que nous avons une fuite de, si vous voulez, de nos artistes qui viennent ici en France, parce que Comores, l'État ne propose rien du tout. Et le cadre juridique qui devrait les protéger date des périodes coloniales. Donc encore une fois, au niveau de la culture du patrimoine, il y a pas mal de choses à faire. Donc, et je veux finir avec quelques pistes de réflexion. Ce que je préconise surtout, c'est le fait d'intégrer le Handa ou le grand mariage dans l'action culturelle publique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est le notable qui font la pluie le bon temps au Comores. Donc comment on peut intégrer ce pouvoir des notables dans la préservation de notre patrimoine, surtout notre patrimoine matériel. Et pour finir, je vais vous montrer juste un petit exemple. Je ne sais pas si ça bouge de l'autre côté, mais ça ne bouge pas, on dirait. Je voulais juste vous montrer. Ok, bon, je voulais juste vous montrer quelques images. Là, vous avez un palais qui a de Moni, qui est quand même qui date du XIVe siècle. Même si de moi-même, je n'ai pas encore fait mes recherches là-dessus, je vais y arriver. Mais je n'ai pas encore approfondi la question. Mais d'après les dires de gauche à droite, c'est du XIVe siècle. Donc le palais s'est effondré parce que comment vous pouvez voir, vous avez l'ajout des ferrailles. Vous avez des barres de ferraille ajoutées sur un patrimoine qui, encore une fois, comme j'expliquais tout à l'heure, qui ne prend pas du fer. Et du coup, ils ont essayé de stabiliser la toiture, mais ils ont mis les ferrailles d'un côté. Ce qui fait que ça crée une force ici, mais l'autre, ça s'affaisse. Là, du coup, vous avez le patrimoine, ce beau patrimoine, ce beau palais que vous pouvez voir avec des motifs. Là, l'image n'est pas claire. Vous pouvez voir des motifs tout haut, extrêmement jolis, qui sont encore spécifiques de notre culture. Vous avez aussi tout en bas une petite maisonnette que j'ai pris en photo quand je visitais, quand je faisais mon petit tour de patrimoine aux Comores. Ça, c'est une maison qui est à l'entrée de Mitsabioli, ou une maison typique XVIIe siècle. Hein. Et là, vous l'avez avec du tôle en haut et avec les ouvertures qui commencent à se fermer parce que ça fait partie des spécificités du patrimoine de sultanat. C'est que plus on n'entretient pas les poutres qui maintiennent même la forme, plus ça se serre jusqu'à exploser généralement. Et là, du coup, vous avez ici la place publique de Moélie, là encore complètement détruite. Mais ils ont essayé de reconstruire la place publique, c'est ce qui est fascinant. Ils ont gardé les motifs, mais l'architecture reste une architecture purement coloniale. C'est parce qu'ils ont coulé du béton armé. Et juste pour l'anecdote, il faut aussi voir que Moélie a été complètement rasé en 1872 parce que, suite à des problèmes purement fonciers. Donc, et puis après, l'autre côté, vous avez le palais Cabildo d'Iconi, à ciel ouvert. Personne ne fait quoi que ce soit. Et la structure est quand même bien conservée par miracle, mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va rester debout. Donc, et là, vous avez tout en haut même des poteries qui sont classées au CNDRS. Et là, vous avez l'enchaînement, comment ils sont classés. Il suffit juste que quelqu'un vienne derrière, il tire une poterie et le reste s'effondre. Alors que c'est des poteries qui sont extrêmement riches en histoire. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Hamadi Mohamed. Comme on l'avait dit déjà, et ma question, la feuille, à la fois, on va poser ma question à Mazé Feizo, à profiter au wakati. Avasai Nugarjo Dunga, il y a intervention, il y a Mouisso, il y a Manyanyasi Ahmed, qui est d'origine du Hahaya. Donc, Ahmed Youssouf, il est né à Hahaya, il est ingénieur en agroalimentaire.
Il est titulaire d'un diplôme Master 2 professionnel intitulé Politique nutritionnelle à l'Université Senghor à Alexandrie, en Égypte. Il est aussi titulaire d'un Master 2 Entraînement Biologie Nutrition à l'Université Paris-Est, Créteil. Donc il va présenter son travail de recherche sur le contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments aux Comores. Donc, Monsieur Ahmed, la parole est à vous. Bon, les techniciens, c'est qu'ils savent faire. Les techniciens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaningari shukuri yao initiative ya Rengwaim ya kusanganya wanazioni wa Komori ili wandu waje wa hadithi wazima wandu waonese mbavi tena zila hazikao ndo wandu wendao na uzifanya. Ok, ngamjandi ça taille côté technique du Kaouloudia. Donc voilà. Alors, comme ça a été annoncé, je vais vous présenter une étude dans le cadre de mon master à l'Université Senghor. Une étude que j'ai réalisée aux Comores sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas l'Université Senghor, c'est une université internationale qui a été créée en 1989 par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait partie des 4 opérateurs directs de la francophonie. Donc, voilà, c'est à Alexandrie où cette université se trouve, où j'ai effectué mon premier master. Alors, ça c'est le plan de mon travail. Après une petite introduction, je vais vous présenter la méthodologie que j'ai utilisée pour cette étude, les résultats et la discussion. Et à la fin, après une petite conclusion, je vais vous proposer mes perspectives. Donc, pour commencer, la sécurité sanitaire des aliments, je pense que nous sommes tous concernés, c'est notre vie, parce que nous sommes ce que nous mangeons, disait Hippocrate. Et on peut constater que les aliments impropres ou les aliments contaminés provoquent un peu plus de 200 maladies au niveau mondial. Et on a 600 millions de personnes qui tombent malades chaque année, c'est-à-dire des maladies d'origine alimentaire. Et dans les 600 millions, 420 000 en meurent, dont 40% des enfants de moins de 5 ans. Donc ce sont des questions que nous tous, on devait se poser. Et ce qui est encore pire, c'est qu'on trouve 137 000 décès en Afrique. Donc c'est-à-dire que l'Afrique, c'est le pays le plus vulnérable, c'est le continent, pardon, le plus vulnérable pour ces questions d'alimentation contaminée et impropre. Alors, pour définir un petit peu ce que c'est que la sécurité sanitaire des aliments, selon le Codex Alimentarius, on parle de la sécurité sanitaire des aliments lorsqu'on a une alimentation saine et salubre, sans danger pour le consommateur et qui ne cause pas de dommages au consommateur. Alors qu'on constate que la population comorienne souffre des conséquences d'une alimentation contaminée, une alimentation altérée, une alimentation avec des produits alimentaires falsifiés à la contrefaçon.
D'où mon étude par rapport à toutes ces questions. J'ai décidé de travailler là-dessus et je me suis rendu aux Comores pour essayer de mener une enquête sur ces questions-là et faire l'état des lieux. J'ai pris quelques photos, quelques exemples pour illustrer pourquoi les Comores souffrent des conséquences d'une alimentation contaminée et altérée et des produits falsifiés à la contrefaçon. Là, ici, on a c'était en 2017. Ce sont des bouteilles d'eau scellées. Et si vous regardez très bien, vous allez trouver des substances ici, des algues et des produits, voilà, enfin je ne sais pas c'est quoi exactement, mais voilà, ce sont des bouteilles d'eau qui se sont vendues aux Comores, enfin c'est produit aux Comores et vendu aux Comores, et c'est très inquiétant. D'où ça vient, alors que la date d'expiration c'était en 2017, devait être vers fin 2018. Donc, c'est inquiétant de voir ce genre de choses pour dire que voilà, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation. Et ici, on a des huiles d'olive qui viennent de la France. Bon, pour moi, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas cautionner ça. C'est écrit ici, vous voyez, 5 litres, alors que c'est 1,50 litre. Déjà, il y a un problème au niveau de l'étiquetage. Là, il y a un doute là-dessus, en matière de législation alimentaire et d'étiquetage. C'est déjà un problème, on ne peut pas accepter un tel produit rentrer dans le pays. Il faut vérifier de quoi il s'agit. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment des huiles ou pas. Voilà. Et ici, j'ai des purées de tomates, c'est 2016 ou 2015, si ma mémoire est bonne. Ce sont des purées de tomates contrefaites qui provenaient de Oman et qui ont été contrefaites en Chine et qui ont été distribuées aux Comores. Donc tout ça a été vendu partout aux Comores. C'est à la fin que la FCC a fait l'alerte. La FCC, la Fédération comorienne des consommateurs, qui a fait l'alerte par rapport à ce problème-là. Donc, c'est-à-dire, ça s'est passé, c'est rentré dans le pays, distribué partout, et voilà. Donc, là, sur ces deux photos, c'est pour illustrer un petit peu les ventes des produits alimentaires aux Comores. Dans la rue, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de réglementation par rapport aux produits vendus dans la rue, et c'est très très inquiétant parce que voilà, on peut manger tout et n'importe quoi. Alors, l'objectif de mon étude était de faire l'état des lieux du contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, afin de déterminer quelles perspectives prioritaires on pourrait contribuer et améliorer de manière efficace et la performance du système de contrôle des aliments. Donc, et ensuite, définir un système de contrôle de la qualité et de la sécurité adaptable à la situation actuelle. Donc, je rappelle que j'ai mené l'étude en 2016, donc ça fait pratiquement 4 ans. Je ne sais pas encore s'il y a eu beaucoup d'évolutions ou il y a eu des améliorations dans quelques secteurs, mais en tout cas, ce que je vous présente ici aujourd'hui, ça date de 4 ans. Donc, je ne sais pas encore aujourd'hui est-ce qu'on a des améliorations ou pas, mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, par rapport à mes objectifs spécifiques, j'ai essayé d'analyser en utilisant l'analyse de forces ou faiblesses de notre système national, déterminer les forces et les faiblesses de notre système national de contrôle des aliments et puis proposer des perspectives d'intervention à l'intention de l'amélioration du contrôle de la qualité des aliments. Alors, cette étude, la méthodologie que j'ai utilisée, tout d'abord, le cadre de mon étude, j'ai travaillé en 2 phases. J'ai travaillé dans un laboratoire de contrôle qualité en Tunisie et ensuite aux Comores après, dont cette étude était une étude descriptive qualitative qui a duré du 12 mai au 13 septembre 2007.
Ensuite, j'ai ciblé les institutions en charge du système national de contrôle des aliments. C'était mon échantillonnage en quelque sorte. Tout simplement parce que quand on parle du système national de contrôle des aliments, aux Comores et partout, presque la majorité des pays en Afrique, c'est les institutions. On n'a pas ce qu'on appelle un système intégré, mais on a des systèmes multiples, sectoriels. C'est-à-dire qu'on a aux Comores, par exemple, 3 ministères, un peu plus de 4 directions, donc c'est-à-dire tout est chevauché. Ça, c'est ce qu'on appelle un système à multiples. Donc, voilà, ça c'était. Et puis, j'ai collecté mes données. Comment j'ai collecté mes données? J'ai utilisé j'avais 2 éléments. D'abord des questionnaires, j'avais 7 thématiques, dans chaque thématique j'avais 7 questions que j'ai posées aux personnes et des différentes institutions que j'ai enquêtées. Et puis les documents que j'ai examinés, les rapports des consultants nationaux et internationaux qui ont déjà travaillé aux Comores sur ces questions-là. Alors, comment j'ai traité les données que j'ai récoltées? J'ai utilisé un outil qu'on appelle Collaboration Learning Adaptation. Cet outil m'a permis d'évaluer les données que j'ai eues. C'est pour donner un peu plus de détails par rapport au schéma que je vous montre ici. Ça, c'est cet outil. Donc, j'ai croisé les institutions, c'est-à-dire par exemple ici, je mets le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, la société civile, par exemple la FCC, et la direction des îles, parce qu'on sait que aussi il y a les îles qui s'occupent également de toutes ces questions. Donc j'ai croisé tout le monde, enfin toutes les institutions comoriennes chargées de la sécurité sanitaire des aliments, je les croisais dans cet outil. Et voilà les résultats, avec ce que vous voyez qui se rapproche au milieu là, c'est par rapport à leur intervention, par rapport à comment ils travaillent, etc. S'ils se rapprochent ici, c'est-à-dire ce sont qui mènent quelques actions sur les questions de la sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est un petit peu comment j'ai analysé les données que j'ai recueillies. Alors, les résultats que j'ai obtenus, lorsqu'on parle d'un système national de contrôle des aliments, on a 5 piliers. On a 5 piliers qui composent ou qui chapeautent un système national de contrôle des aliments. Tout d'abord, on a la législation et les normes alimentaires. On a la gestion un service de gestion de contrôle des aliments. Nous avons les services d'inspection, les services de laboratoire et enfin les services de communication et de formation. Ce sont les 5 piliers d'un système national de contrôle des aliments. Donc, par rapport à ce que j'ai découvert, je peux conclure que notre système national de contrôle des aliments est défaillant. Et on va voir que à partir des objectifs et le rôle principal du système national de contrôle des aliments, tout d'abord, c'est de protéger la santé publique et en limitant les risques des maladies d'origine alimentaire. Ensuite, la protection des consommateurs contre les produits alimentaires contaminés, altérés, insalubres ou mal étiquetés ou falsifiés, chose qu'on a déjà vu avec les images en illustration que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment un pays très 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 vulnérable par rapport, alors qu'on importe un peu plus de 60% des produits alimentaires consommés aux Comores provient de l'extérieur. Et ça, c'est un constat, on le sait très bien, on voit tous les jours qu'il y a une chute libre par rapport à la production agricole aux Comores. Du coup, même si on a les moyens,
d'acheter de la nourriture, mais il n'y en a pas parce qu'on ne produit pas. Du coup, l'importation continue toujours d'augmenter. Donc, voilà. Alors, par rapport aux piliers que je vous ai mentionnés, les 5 piliers, on a parlé de la législation et réglementation alimentaire. Au Comores, jusqu'en 2016, on avait 8 lois alimentaires au niveau national depuis 1995. Alors, en 2017, je me rappelle bien que on a voté une nouvelle loi alimentaire, qu'à mon avis couvre en tout cas une très grande partie des besoins en matière de sécurité sanitaire des aliments. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème, parce que même si les 8 lois qu'on avait étaient obsolètes, mais quand même on les avait. Le souci, c'est que ces lois souffraient d'incohérences, et puis on manque des textes réglementaires d'application. C'est-à-dire, les textes réglementaires d'application, on a la loi alimentaire qu'on a votée, mais derrière ça, les institutions chargées de la sécurité sanitaire des aliments doivent rédiger des textes réglementaires de mise en application de ces lois. Et ça, depuis qu'on a commencé à travailler sur les questions de la sécurité sanitaire des aliments, on n'a jamais créé ces textes-là. Donc, je me rappelle, quand j'étais étudiant en agroalimentaire, je faisais mon stage au Liban, à l'Institut de recherche agronomique libanaise, et j'étais au laboratoire de contrôle qualité. Ce qu'on faisait, on recevait les produits alimentaires, et après avoir déterminé par exemple que tel produit peut, en fonction des lois nationales, c'est-à-dire les lois alimentaires libanaises, on avait également les textes réglementaires de mise en application qui permettaient de déterminer si oui ou non on va accepter ce produit, rentrer dans notre pays ou aller dans un autre pays. Donc voilà un petit peu les problèmes de notre législation. Et malheureusement, ces textes également, nos lois alimentaires, ils sont méconnus par la plupart des acteurs concernés, que ce soit les acteurs publics ou privés. Deuxième pilier, c'est la gestion de contrôle des aliments. Et ce que je peux dire ici, c'est tout simplement que on ne peut pas vraiment dire qu'on a un service en tant que tel de gestion de contrôle des aliments, parce que on se retrouve avec un système multisectoriel, c'est-à-dire que le ministère de la Santé gère une partie, le ministère de l'Agriculture gère une partie, le ministère de l'Économie gère une partie, et les directions des îles, les commissariats des îles à l'agriculture gèrent encore. Donc tout ça, c'est vraiment chevauché, on ne peut pas se retrouver dedans. Il y a un manque de mécanismes d'analyse des risques. Il n'y a pas vraiment un secteur ou un service qui est là pour prévoir que si demain il y a des produits alimentaires falsifiés ou contrefaits qui rentrent dans le pays, voilà quelles mesures. Il n'y a pas d'anticipation, on ne peut pas anticiper les risques qui peuvent y arriver demain. Et voilà. Et puis, troisième pilier, c'est les services d'inspection. Les problèmes que j'ai identifiés tout d'abord, c'est que il y a comment on va dire, on a deux frontières, le port et l'aéroport. Donc, au port, il y a des gens qui sont là. Voilà, s'il y a un produit alimentaire qui rentre dans le pays, ils vont regarder si la date est, si ce produit n'a pas expiré, voilà, il peut rentrer. Donc, ils sont basés vraiment uniquement sur le système de datage. Et ça, comme vous le savez, ça ne fait pas partie des critères de qualité d'un produit alimentaire. Ce n'est pas la date qui va définir que ce produit est bon ou pas. Donc, se baser sur ce critère, ça m'a beaucoup inquiété.
Et franchement, j'espère que maintenant les choses se sont évoluées, mais en tout cas, à l'époque que j'ai fait mon étude, c'est ce que j'ai pu recueillir. Et il y a l'absence de contrôle vétérinaire. Vous savez très bien que avant on avait pas mal d'animaux, mais maintenant il n'y en a plus. On importe les animaux partout et on n'a pas vraiment un service de contrôle vétérinaire pour les animaux qui rentrent dans le pays, en tout cas pas de manière correcte. Et également, il manque des outils d'inspection au niveau au port et à l'aéroport. Alors, quatrième pilier qui est le service de laboratoire, on n'a pas vraiment, on ne peut pas dire des laboratoires, on a des entités. Et c'est l'INRAP, l'Institut de recherche agronomique, agronomique et de la pêche, qu'on a 4 entités dites laboratoires, mais malheureusement, ces laboratoires, il n'y a pas d'équipement. À l'époque, ils faisaient des analyses chimiques pour déterminer le salmonelle sur les ailes de poulet qui provenaient de Brésil. C'était vraiment leur activité, mais le moment où j'étais là-bas, ils m'ont dit que ça fait plusieurs mois, voire même quelques années, peut-être 2 ans, ils n'avaient plus de réactifs ni des milieux de culture pour pouvoir travailler. Donc, c'est-à-dire qu'il manquait des équipements, il manquait tout ce qu'il fallait pour pouvoir travailler. Donc, les locaux sont inadéquats et insuffisants pour un laboratoire. Voilà, donc dernièrement, dernier pilier, c'est la communication et la formation. Je suis désolé, le temps nous est très pressé, donc je vais devoir passer. Alors, juste par rapport à la discussion, très rapidement. Alors, moi, j'ai comparé cette étude avec 2 études qui ont été menées parallèlement avec l'OMS et la FAO dans plusieurs pays de l'Afrique, et on est arrivé aux mêmes conclusions sur ce que j'ai trouvé aux Comores et tout ce qu'on a trouvé, ou tout ce que ces 2 études ont trouvé dans les autres pays de l'Afrique, d'une manière générale concernant la législation, les laboratoires, les services d'inspection. On n'a pas vraiment, on n'est pas vraiment au top en fait. Et j'ai rapidement par rapport aux forces et faiblesses de notre système national de contrôle des aliments, je pense que si on profitait de ces forces, on pourrait faire quelque chose, parce qu'on a le pouvoir politique. À l'époque, il y avait quand même un pouvoir politique qui était un peu stable. Et puis, on a l'existence de plusieurs organisations internationales qui sont au pays et qui pouvaient nous aider, qui pouvaient nous épauler pour améliorer notre système. Moi, les faiblesses que j'ai pu retenir, c'est l'insuffisance de volonté politique et des stratégies sur les questions de la sécurité sanitaire des aliments. On s'en contrefiche. Les gens, ou bien disons les responsables, voilà, c'est vraiment des questions qu'on a mis vraiment à côté. Ce n'est pas vraiment pris en compte. Et un système qui est à organismes multiples, qui est mal organisé et inadaptable à la situation. Voilà. Donc, ma conclusion, je pense que je l'ai déjà anticipé, on a un système national qui est peu efficace et non adaptable à la situation. Donc voilà, on a une gestion multisectorielle qui est complètement chevauchée et contradictoire, une législation qui était obsolète, des services d'inspection et de laboratoire inadéquats et non opérationnels, et puis un manque d'un système de communication et de formation. On a des journalistes ici qui savent très bien l'importance de la communication et de l'information par rapport à ce genre de questions. Donc, et on n'en parle pas, il n'y a personne qui s'intéresse vraiment sur ce genre de questions pour en parler.
Donc, les perspectives que j'ai proposées, c'est de pouvoir migrer ce système multisectoriel en système intégré. Ça pourrait aider, ça pourrait nous aider à structurer le système et pouvoir travailler. Parce que le fait est que tout est chevauché partout, dans 3 ministères et plusieurs directions. C'est vraiment compliqué à gérer. Et puis rendre opérationnel le laboratoire de contrôle qualité qui était mon projet professionnel. Je rappelle que l'Université Senghor, on avait l'obligation de rédiger un projet professionnel de mise en application par rapport à notre mémoire. Donc pour moi, j'ai rédigé ce projet de la mise en place d'un laboratoire national de contrôle des aliments. Et aussi rédiger les textes législatifs d'application. Et jusqu'à présent, je pense dernièrement, j'ai appris qu'on n'a pas pu accéder à l'OMC. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, je savais que depuis 2015, il y avait déjà le comité qui était mis en place pour essayer de travailler sur ces questions-là. Mais apparemment, on n'est toujours pas adhéré à l'OMC. Et c'est, comme vous le savez, c'est très important pour le commerce international. Et enfin, je vous remercie. Je suis désolé parce que j'étais le dernier et du coup, voilà, j'étais obligé d'aller trop vite. Il y a pas mal de choses qu'on aurait pu peut-être développer plus, mais peut-être avec vos questions, on pourra éclaircir un petit peu. Merci Ahmed d'avoir présenté votre réflexion sur la sécurité alimentaire aux Comores. C'est très intéressant et franchement, on aura le temps, largement le temps à discuter, franchement, parce que ça nous donne envie, puisque nous savons tous que nous les Comoriens, on est consommateurs de brochettes. Et quand on part en vacances aux Comores, on a des rendez-vous surtout dans les coins de Moroni pour manger les brochettes. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On a acheté où la viande, mais franchement, là, ça nous fait peur. Donc, c'était juste une petite intervention. On a déjà reçu les questions. Donc, on va commencer toujours par Arène, qui va répondre les questions qu'on lui a posées sur les petites feuilles. Mais tout d'abord, on m'a posé une question, puisque moi j'étais juste modérateur, mais là on m'a envoyé une question pour répondre. Je ne sais pas c'est qui, puisqu'il n'a pas écrit son nom ni le prénom. Il m'a juste posé la question, Monsieur Nasser, quel conseil donnez-vous aux étudiants chercheurs comoriens qui rencontrent des difficultés des sources primaires, leur permettant de mener à bien leurs travaux de recherche, à ne pas se décourager et abandonner leurs études? Ça, c'est une question très, très importante, puisque nous tous, en tant qu'étudiants et doctorants, on a eu pas mal de difficultés en France. Il faut savoir déjà, dès qu'on arrive en France, dès l'aéroport Charles de Gaulle, on n'arrive pas, on est dans un nouveau monde. On est comme un bébé qui vient de naître. Puisqu'on se demande on est où, on voit les gratte-ciel, on se demande comment ça se passe. N'en parlons pas les démarches administratives à faire. Donc, c'est vrai, il y a eu des difficultés. Il y a plusieurs difficultés à parler, mais je n'aurai pas le temps puisque le temps est très limité. Donc, il y a les difficultés familiales qu'on rencontre. Il y a les difficultés financières aussi et d'autres problèmes sociaux qu'on peut rencontrer. Mais il faut se donner le courage, c'est la première chose à savoir. Se donner le courage, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut avoir d'abord un but. Que moi, j'envisage de terminer mes études. Puisque les Comoriens, une fois arrivés en France, il a tendance à dire, il nous détermine ici, Yahoua Comor. Et comme Comori a Jafaransa, c'est-à-dire ceux qui sont au Comores, ils commencent à compter. Ils ne savent pas que vous êtes venus en France pour faire des études. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils pensent qu'à la vie. Eux, ils pensent qu'au grand mariage. Donc, c'est à toi, étudiant comorien, à toi, chercheur, ou futur chercheur comorien, d'avoir le courage. Et le courage, c'est ça. Je veux
terminer mes études d'abord. Je vais finir mon travail de recherche. J'ai une ambition d'être diplômé d'une telle université ou bien d'une telle école de commerce et j'envisage de finir mes études. C'est le premier objectif. Ayez ce courage-là. Deuxièmement, c'est vrai, on peut avoir le courage, mais on n'a pas les moyens financiers. Surtout à l'heure actuelle, vous savez que les frais d'inscription maintenant pour les étudiants étrangers, ce sont très élevés. Je pense que c'est 4 000 ou 5 000 euros comme ça. Donc c'est très difficile pour un étudiant comorien qui n'a pas les moyens de pouvoir financer ses études. Mais, Dieu merci, même si notre ambassade ne nous donne pas ces ressources, mais l'ambassade distribue des attestations de bourse. Donc, il faut aller demander ces attestations de bourse. N'ayez pas peur, c'est le seul moyen qu'on peut bénéficier de notre gouvernement. Allez à l'ambassade, demandez les attestations de bourse qui vous permettraient de régulariser la situation administrative au niveau des préfectures et de pouvoir s'inscrire dans les universités. Donc, je m'arrête là et je vais donner à Aren la question qu'il va répondre ou bien les questions qu'il va répondre. Il a deux micros. Il a deux micros. Il marche pas. Si, ça marche. Ça marche. Oui, ça marche. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question. Concernant le lancement de votre projet entrepreneurial, quels sont les objectifs principaux qui vous ont boosté à la concrétiser? C'est une question de qui? D'accord. Alors, pour te répondre, je dirais qu'il n'y a pas d'objectif particulier qui m'a boosté à me lancer dans ce projet. Ce n'est pas des objectifs qui m'ont poussé à me lancer, c'est un constat. Le constat, il est simple, il est aberrant. C'est qu'aujourd'hui, le Comore, c'est le pays au monde où la part du PIB qui dépend des revenus étrangers est la plus forte. C'est un pays qui fait partie des pays les moins avancés. C'est un pays qui se trouve dans une position géographique et géostratégique qui lui donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire partie des pays qui s'en sortent, du moins relativement bien. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors du coup, on s'est demandé pourquoi ce n'est pas le cas. Et Comore en ligne, en fait, n'est pas là pour répondre à des objectifs personnels ou quelque chose comme ça, mais plutôt pour répondre à un constat que j'ai dressé et duquel découle une certaine frustration, une certaine aberration, qui fait qu'aujourd'hui, on a lancé le Comore en ligne en réponse à un problème qu'on voulait résoudre. Est-ce que c'est clair pour toi? Ok. Il y a une seconde question qui est, lorsqu'on veut se lancer dans une entreprise privée, quels sont les éléments qui, selon vous, sont nécessaires à son aboutissement? Alors, j'avais peur d'oublier des éléments, du coup, je vais être transparent avec toi, j'en ai noté quelques-uns au cas où. Ce que j'ai noté, c'est la pertinence du projet, sa pérennité, la créativité, l'audace et la motivation intrinsèque. Alors, lâcher des mots comme ça sert à rien, alors du coup, je vais m'expliquer un petit peu. Ce que j'entends par pertinence du projet, c'est que tu dois prendre ton temps, pas trop non plus, mais tu dois prendre le temps d'analyser ton projet, le soumettre à des gens de préférence qui ne sont pas de ta famille parce qu'ils ne seront pas objectifs, le soumettre à des gens qui seront critiques, qui seront prêts à te dire que ça va pas, ça c'est nul, parce que c'est comme ça que tu peux améliorer ton projet, c'est quand tu le soumets, que tu l'analyses et que tu te remets constamment en question. L'audace, parce que même si certes il faut le soumettre, il faut prendre le temps de voir le retour des autres, il faut aussi à un moment ou l'autre avoir ce qu'il faut pour se lancer. Et j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'audace et de la créativité, mais c'est essentiel parce qu'en plus de l'audace, il faut aussi avoir un projet qui, entre guillemets, sort du lot, apporte quelque chose qui n'existe pas, ou s'il apporte quelque chose qui existe, il faut qu'il l'apporte d'une meilleure manière. Et la continuité, parce que le projet, il doit pouvoir être durable, ça ne doit pas être un projet de un jour ou de un mois, ça doit être vraiment quelque chose qui se fait dans la continuité, que tu pourras développer tout au long de ta vie, entre guillemets, si c'est un projet professionnel que tu envisages, et donc logiquement un projet de long terme. Et j'ai répondu à ta question. Ok.
Et du coup, j'ai une question de monsieur Ahmed qui il me dit que pour lancer un projet, il y a des analyses profondes à faire au préalable, telles qu'analyse SWOT. Qu'au vu de la situation socio-économique très précaire aux Comores, les menaces restent un fardeau, un frein pour celui qui veut se lancer, et qui nous demande donc comment on a réussi à minimiser les effets pour lancer notre projet. Monsieur Ahmed, qui se trouve... D'accord. Alors, je vais encore parler d'audace, parce que c'est réel. La société comorienne, sur le plan économique, c'est pas incroyable. En matière de climat, à faire des affaires, on fait partie des pays les moins bien classés au monde, donc c'est une réalité. Tout ce que tu dis dans ta question est vrai. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à... On s'est pas lancé en ayant zéro crainte. Même quand on se lance en France, d'ailleurs, on n'a pas zéro crainte. Donc oui, il y avait des craintes au moment du lancement. Mais la réalité des choses, c'est qu'on a quand même essayé de minimiser ces craintes. Et ça passe par exemple par la création de 2 structures. Une structure reconnue en France et une structure reconnue aux Comores. Ça a 2 avantages, même plus, mais là j'en ai 2 en tête. L'un, c'est que du coup, on paye entre guillemets des impôts aux Comores, ce qui fait que, on joue un rôle aussi à l'échelle nationale de citoyens comoriens. L'autre, c'est que comme nous sommes reconnus en France, ça assure aux clients français une confiance, une sécurité, et aussi que les clients français, il y a beaucoup plus de droits aujourd'hui que le client comorien. Si demain, il y a un client qui n'est pas satisfait de Comores en ligne, il pourra aller voir tout le système français qui fait que derrière, il sera assuré d'avoir ce qu'il mérite en fait. Et c'est aussi pour nous une pression parce que vu qu'on est reconnu par la France, on se doit de faire profiter à toute la diaspora comorienne et au peuple comorien du meilleur service possible. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, alors, moi, j'étais gâté par les questions, visiblement. Donc, la première question, c'est est-ce que l'appellation des Comores est apparue pendant le commerce Comores-Madagascar et où c'est la francisation du mot? Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. Ah, c'est vous? D'accord. Alors, peut-être que je me suis mal exprimé, mais je disais que le nom Comores, on l'a définitivement que vraiment à partir du 15e siècle. En fait, c'est là où on a le nom Comores attribué. Mais pendant longtemps, le mot Comores désignait Madagascar et les Comores. Donc là, quelqu'un m'a demandé pas mal de sources là-dessus. Ben, je vais vous envoyer sur les travaux de Claude Alibert, il a pas mal écrit dessus. Vous avez les fouilles archéologiques de Henry Wright qui a vraiment fouillé Moualim Djini, l'un des sites aujourd'hui complètement méconnu, alors que ça faisait partie des... Quand même, ça ancre beaucoup l'histoire, et les questions n'arrêtent pas de pleuvoir. Donc, je vais essayer d'être un peu rapide. Donc, je disais que les Comores, justement, le mot, on l'a en tant que pays, mais qu'à partir de ce moment-là. Mais cela ne voudrait pas dire que le mot Comores est apparu à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu une petite conversation avec Moustakib tout à l'heure, l'archéologue. Le mot Comore, on a tendance à l'associer avec Koumre, qui est un nom soi-disant arabe. Mais peut-être que, parce qu'il a su m'expliquer en disant que ceux qui sont au Kenya, le mot H, ils le prononcent d'une autre manière que nous, ce qu'on le prononce au Comores. Ce qui fait que peut-être les origines même étymologiques de Comores pouvaient être d'origine bantoue. Moi, en ce qui me concerne, les études que j'ai menées, parce que j'ai travaillé avec 5 chercheurs linguistes d'Oman et 5 chercheurs de linguistes du Perse, du Golfe Persique, et 5 chercheurs arabes. Ma question que je voulais savoir, c'était est-ce que les noms des 4 îles, Maore, Gazidja, Moualine, Zouane, est-ce qu'ils ont d'étymologie arabe? Et l'ensemble de ces 15 chercheurs, ils m'ont dit non. Donc, c'est strictement comorien. Là, c'est cette question-là que j'essaie d'enchaîner avec la première question et celle que je vais répondre, celle que je vais juste lire la question, mais la réponse est déjà là aussi, qui est tenant compte le mot Comore ou Koumre apparaît
pour la première fois au XVe siècle, la découverte des îles par les navigateurs arabes, notamment le géographe Al-Mansour. Non, il faut vraiment arrêter d'associer les Comores avec les Arabes, ne serait-ce que dans leur côté précolonial, dans le côté primitif. Parce que comme je viens de le dire, les noms Gazidja, Mouali, tout ça sont strictement comoriens, ou bien sont strictement bantous. Donc impossible pour ceux qui avancent l'idée que ce sont les Arabes qui sont venus en premier, découvert soi-disant les Comores, non. Franchement non. Parce que ça serait impensable d'avoir des noms qui n'ont pas de sonorité, ou ne serait-ce qui n'ont pas de signification arabe, et que ce sont les Arabes qui nous ont donné ces noms. C'est comme si moi, je suis comorien, j'appelle mon fils ou ma fille, je sais pas moi, Bernadette, n'étant jamais en France, n'ayant jamais la télé, ni quoi que ce soit avec moi. Donc je vais lui donner un nom que je connais, ou ne serait-ce que l'appeler Mbéchézi, parce que je sais ce qu'ils avaient dit en Mbéchézi, et ainsi de suite. Donc il faut arrêter d'associer tout le temps l'histoire des Comores avec la question des Arabes. Ne serait-ce que quand on parle de l'origine même des Comores. Il faut vraiment essayer d'entamer une chronologie sur l'histoire des Comores. Donc, une deuxième question sur peut-on avoir les sources historiques concernant la cristallisation de Madagascar au XVIe siècle. Donc, déjà, je dirais c'était le XVe siècle. Donc, XVIe siècle, la personne peut-être n'avait pas un petit peu suivi. D'accord, non, c'était XVe siècle. Voilà, et puis pour vous donner des sources, je peux vous en donner 36 000. Et j'ai mon ordinateur là, si vous voulez, je peux encore vous donner des sources, quoi vous occuper. Donc, vous avez Claude Alibert, vous avez Witt, vous avez Sherwhite, vous avez Chamy, les recherches archéologiques de Chamy, et vous avez aussi les travaux excellents de François-Xavier Fauvel, qui a fait quand même le tour de l'ensemble de l'Afrique de l'Est, en commençant par Sigil Massa, l'actuel Tanger, descendu jusqu'à Aksum, en Éthiopie, et prolongé jusqu'à Sofala, et descendu jusqu'à Kenya, et après faire un petit tour aux Comores, et remonter à Madagascar, et retourner en Égypte. Enfin, il n'est pas rentré en Égypte parce qu'il ne s'intéresse pas beaucoup, mais ses travaux, ils sont extrêmement intéressants. Donc, et puis après, je vais juste finir avec les questions, comme ça... ça sera fait. Alors, vers quel siècle est apparu que vous appelez patrimoine de sultanat des Comores? 10 minutes, merci beaucoup. Alors, le terme de patrimoine de sultanat des Comores, ça c'est un terme que moi-même j'essaie de canaliser, de rendre au concret le patrimoine, ne serait-ce que distinguer d'une manière scientifique le patrimoine des Comores. J'ai parlé de patrimoine bantou, architecture bantou, ou bien l'architecture, si vous voulez, bantou, puis après architecture de sultanat et architecture coloniale. Donc, concernant le mot patrimoine de sultanat de bantou, là c'est trop compliqué parce qu'encore une fois, on revient sur les origines. Il y a des gens qui disent que les Arabes sont venus aux Comores au 7e siècle, que l'islamisation du pays date du 7e siècle. D'autres, ils disent 9e. Donc, encore une fois, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus concernant à partir de quel moment ou qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine de sultanat? Tout ce que je peux dire concernant le patrimoine de sultanat, c'est que je peux vous donner que les spécificités. Le patrimoine dit de sultanat, c'est cette architecture que vous pouvez voir un peu partout aux Comores quand vous allez, avec cette pierre noire qui est vraiment parce qu'en fait, il y a trois objets, si vous voulez, qui constituent ce patrimoine de sultanat. Vous avez la chaux. Excusez-moi, monsieur Hamadi, on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, je finis avec, vous avez la chaux, vous avez les pierres volcaniques, et vous avez les poutres pour former les ouvertures, tout ce qui est portes et fenêtres. Et après, est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, je peux prendre la dernière question? Essayez de résumer en bref, parce que là, le temps... Ok, alors, j'ai toujours voulu savoir et comprendre la différence entre la culture comorienne et la coutume. C'est une très très bonne question. Dans l'histoire comorienne, pouvez-vous nous expliquer avec des exemples la culture et la coutume comorienne? Alors, tout ce qui est... il faut voir que le handa, c'est juste pour être trop bref, le handa, c'est de la coutume pure et simple. Et la culture en tant que telle,
Ici, même l'UNESCO, qui est chargé de valoriser la culture, n'a pas encore donné une définition de la culture. Mais ce que je peux dire, c'est que la culture peut concerner notre savoir-faire, comment on mange, notre gastronomie, notre façon de s'adresser entre nous. Tout ça, ça constitue la culture que l'UNESCO a décidé de baptiser patrimoine immatériel. Donc tout ce qui est immatériel et que rentre dans les jaglas, comment on s'habille, les habits de sultanat, tout ce que vous voulez, tout ça, ça s'appelle de la culture. Mais je ne peux pas vous donner un exemple de tout ce qui est coutume, c'est le handa. Le handa, c'est vraiment du coutume tant que tel. Donc, et c'est pour ça que beaucoup de Comoriens confondent entre culture et handa, tout simplement. Ils disent que le handa, c'est de la culture. Non, le handa, c'est coutume, et tout ce qui va avec le handa, c'est ce qui est culturel. Bravo. Ok, je suis toujours le dernier, donc j'ai 4 questions, mais on m'a demandé de résumer tout en une. Ok. Alors, on m'a demandé déjà par rapport à comment améliorer la traçabilité, la chaîne du FRA, le système de retrait et rappel aux Comores. Ça, c'est M. Yaria. Et je pense que la deuxième question également, sont un petit peu liées. Quels sont les autres critères que vous pouvez proposer en tant que consultant nutritionniste à notre service d'inspection, à part le datage? Et l'autre question qui est liée à... Nous sommes un peuple musulman, donc ça c'est lié au halal, donc la certification halal, voilà. Et quels sont les autres contrôles effectués? Bon, ça revient un petit peu, je pense, à cette question. Bon, tout d'abord, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les services d'inspection, ou bien comment ça marche, comment on contrôle les aliments, par exemple, importés dans un pays. Donc, d'abord, le service d'inspection, ça s'appelle un point critique en matière de contrôle qualité. Ça, c'est des termes de HACCP, par exemple. Donc, c'est un point critique. C'est un point critique parce que c'est là où le problème, on doit détecter s'il y a si oui ou non le produit peut rentrer dans le pays ou pas. Donc, et pour ce faire, il faut des outils. Ça dépend des produits, mais d'abord, il faut des outils. Mais un peu plus loin, je vais prendre un exemple. Si aujourd'hui, moi, je suis commerçant, je vais importer des produits alimentaires que je vais les acheter, par exemple, à Dubaï ou Madagascar et les ramener aux Comores. Moi, l'État comorien me demande, ou disons, c'est ce qui devait être fait, en fait. Donc, normalement, on doit produire un certificat qui prouve que ce produit, voilà, et en suivant les normes et la législation alimentaire, on doit dire, en suivant les normes, tel produit peut rentrer dans le pays en fonction des critères, que ce soit microbiologique ou chimique ou peu importe. Donc, tout ça, ce sont des analyses, on doit faire, l'inspecteur doit prélever des échantillons sur le produit et après, ces échantillons doivent être analysés microbiologiquement ou chimiquement pour décider, après, produire un certificat et dire que ce produit peut rentrer dans le pays ou pas. Donc, normalement, c'est comme ça comment ça devrait se faire. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas des laboratoires qui sont opérationnels pour faire ces travaux-là. Donc, on est bloqué. Donc, c'est pour cela on est focalisé tout simplement sur les critères de datage. Et pour ce qui est de certification halal, c'est que nous, on fait, en tout cas, ceux qui sont là-bas, il faut tout simplement confiance au pays où on va importer le produit. Donc, le pays qu'on va importer le produit vont nous donner un certificat qui stipule que ce produit a été analysé et qu'il n'y a pas tel problème ou tel problème ou tel problème, en fonction des critères, parce que chaque produit alimentaire a ses propres critères
en matière d'importation, que ce soit si c'est un produit, par exemple, des ailes de poulet, doit suivre une chaîne froide. Donc ça, il y a des critères pour ça. On doit contrôler, et ça, c'est ce que je pense, il y a une question là-dessus. Il faut contrôler la chaîne froide depuis le Brésil jusqu'au Comores. Donc comment contrôler ça? Donc là, il faut des outils, il faut des gens qui contrôlent ça depuis là-bas jusqu'au Comores. Donc s'il n'y a pas eu d'interruption de chaîne froide ou pas. Donc voilà. Et puis, juste pour finir, parmi les critères qu'on peut mettre en avant, c'est les critères, ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. Donc, normalement, un inspecteur doit être capable de déterminer si ce produit, en utilisant l'analyse sensorielle, c'est-à-dire les 4 sens, l'odeur, la vue, c'est-à-dire en regardant le produit, je peux comprendre ou savoir qu'avec la couleur de ce produit, il est altéré ou enfin, je ne peux pas dire contaminé parce qu'il faut des analyses microbiologiques pour déterminer si c'est contaminé ou pas, mais avec la couleur, je peux déjà savoir si le produit est altéré ou pas. Et puis, il y a le toucher. Déjà, il y a des produits, si je touche, en tant que spécialiste ou en tant que personne formée pour faire le travail, et c'est là où j'ai dit qu'il y a un peu moins de personnes qualifiées pour faire le job, parce qu'en posant ces questions-là, malheureusement, je n'ai pas eu des réponses très satisfaisantes. Donc, voilà.